Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture consacré cette semaine au théâtre avec un invité exceptionnel, le comédien Pierre Arditi qui est actuellement à l'affiche d'un merveilleux spectacle au théâtre de la Pépinière à Paris où il lit et incarne des textes de Jean-Michel Ribes, Yasmina Reza, Michel Onfray et Jean-Claude Grimbert. Nous en parlerons comme nous parlerons aussi avec lui de son immense carrière puisqu'il célébrera l'année prochaine, et oui, ses 60 ans sur les planches de théâtre en France. Avec Armel Elio et Bernard Babkin, nous évoquerons aussi un phénomène dont Pierre Arditi est d'ailleurs l'heureuse illustration, c'est la multiplication des seuls en scène. Et puis en fin d'émission, bien nous ferons un panorama des coups de cœur et des coups de griffe de mes chroniqueurs qui sont parfois sévères mais toujours justes, comme vous le savez. Le club Le Figaro Culture spécial théâtre avec Pierre Arditi, c'est tout de suite après le court générique. Bonsoir Bernard Babkin, vous Bonsoir. êtes journaliste culture chez Madame Figaro, vous allez au théâtre 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois par semaine à peu près? Oui, 2 fois par jour. 2 fois par jour. Armel Elio, vous êtes aussi sur le même rythme, vous avez longtemps été critique dramatique au Figaro, vous officiez désormais à la Tribune dimanche, vous êtes aussi la grande organisatrice de ce magnifique livre hommage à Philippe Tesson, qui sont une anthologie de ces critiques dramatiques publiées dans le Canard enchaîné, dans l'Express, dans le Figaro Magazine, dans la revue des Deux Mondes, Un théâtre en liberté, publié à l'Avant-Scène Théâtre, que je vous recommande vivement. Vous officiez à la Tribune dimanche. Il y a 2 semaines, je crois, vous avez parlé d'un spectacle absolument remarquable avec un jeune comédien que nous avons décidé d'inviter, Pierre Arditi. Oui. Quelle joie de vous voir, Pierre Arditi. Gentil, oui. Vous êtes à l'affiche de la Pépinière Théâtre, où vous faites non pas votre cinéma, mais votre théâtre. Vous faites des lectures de textes, je l'ai dit, de Jean-Michel Ribes, de Yasmina Reza, de Michel Onfray, de Jean-Claude Grimbert. C'est 2 fois par semaine, le mardi et le mercredi. On pensait qu'après les petits épisodes difficiles de la fin de l'année dernière, vous prendriez une année sabbatique pour vous reposer, pour repartir au théâtre. Mais non, vous avez absolument voulu remonter un petit peu sur les planches. Alors, c'est 1 heure, 1 heure et quart, ce n'est que 2 fois par semaine, mais quand même, vous teniez absolument à remonter sur les planches. Oui, parce que, si vous voulez, ma manière de me reposer, c'est de jouer. Hein. J'ai un certain nombre de collègues dont je ne citerai pas les noms, qui, le jour où ils ont arrêté de jouer ou de diriger des théâtres, sont devenus des légumes, parce que ça n'existe pas à la retraite chez les acteurs. Alors quand on peut plus, c'est comme ça. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, ça va mieux, ça va même plutôt bien, et je vais donc essayer de tenir, en tout cas, cette émission jusqu'au bout. Voilà. Mais non, ça dure 1 heure et demie, hein, les lectures, mais c'est une discipline que j'aime bien. D'abord, parce qu'elle est c'est le sens même de ma vie d'acteur. On raconte des histoires. Et effectivement, comme vous me le dites, 60 ans à peu près que j'en raconte. Et puis ensuite, c'était un peu comme une petite Madeleine quand on me lisait des histoires pour m'endormir. On les lisait à voix haute. Alors j'ai eu envie de lire à voix haute pour les enfants qui sont restés, les gens qui viennent me voir. C'était votre tante Denise qui vous lisait des histoires. Ma tante Denise, oui, qui nous lisait les aventures de Cigale, que vous ne connaissez pas parce que vous êtes trop jeune, qui était le héros d'un romancier populaire qui s'appelait Paul d'Ivoire. Et alors, il y avait Cigale en Chine, les aventures de Cigale. D'ailleurs, il y a eu un film qui a été tiré des aventures de ce personnage et qui a été incarné par Fernandel. Bon, c'est un film des années 40, 45, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Voilà. Et c'est ces lectures, peut-être, qui vous ont donné envie de faire du théâtre, après? Ou pas du tout? Ou dans votre inconscient? Non, je ne peux pas dire ça, non, parce que ce qui m'a donné envie de faire du théâtre, curieusement, c'est les vedettes de la chanson que j'allais voir aux Trois Baudets quand j'étais un petit garçon. Parce que mon père était le cousin de Jacques Canetti, qui a fondé les Trois Baudets, qui a fondé... Bon, voilà. Et alors, on était invités, nous, chaque fois qu'il y avait une nouvelle revue, un nouveau spectacle. Alors, moi qui vous parle, j'ai quand même vu débuter Jacques Brel, Serge Gainsbourg, mais débuter, hein, vraiment débuter. Raymond DeVos, Fernand Reynaud, ces gens... tous ces gens-là, donc ça m'est resté profondément. Yves Robert, avec sa troupe, qui passait à la Rose Rouge et aux Trois Baudets. Et mon père avait fait quelques décors pour eux aussi. Francis Blanche, je me souviens évidemment, le Brahman, je sais plus comment c'était formidable avec Pierre Dac. Donc c'est ce qui m'a donné envie de monter sur cette petite marche
hein, voilà, qui était le plateau. C'était haut comme ça, un peu comme au cours d'art dramatique. On était quelqu'un d'autre quand on était là-dessus, et surtout, on était regardé par les autres, par le monde. Alors donc, apparemment, avant d'être désiré par lui, en tout cas, on était regardé. Donc c'est surtout ça qui m'a ébloui et que j'ai eu envie de faire. Et pour revenir à vos lectures, vous dites dans votre spectacle que c'est l'essence même du théâtre, la lecture. On ne se rend pas bien compte parce que quand on va au théâtre, on voit une mise en scène, des décors, des costumes. Oui, mais ça, tout commence par vraiment une lecture. Et vous racontez notamment, si vous voulez bien nous la re-raconter, cette histoire pour Art, évidemment, il y a 30 ans avec Fabrice Lucchini et Pierre Vanek. La lecture de Art était décisive pour monter la pièce. Oui. Alors, je vais vous la raconter, mais bien sûr, si vous voulez, quand on vous propose une pièce, y compris dans mes jeunes années, alors on me donnait le texte, et puis il était plus ou moins important, ils étaient petits il y a longtemps, et un peu moins petits au fur et à mesure. Donc, je faisais comme tous les acteurs du monde, je lisais la pièce et ce qu'on me proposait à l'intérieur. Mais je la lisais avec ma voix intérieure. C'est-à-dire que le son ne sortait pas de ma bouche. Donc je lisais le texte comme ça. Et puis après, pour que les choses se mettent en ordre de bataille, c'est-à-dire quand vous parlez de la mise en scène, comme ça, on se réunissait d'abord avec le metteur en scène, voire le producteur, et surtout le metteur en scène d'ailleurs, et on lisait tout ça à voix haute. Et à ce moment-là, la pièce, momentanément en tout cas, s'éclairait. Parce qu'elle était proférée, elle était incarnée. Bon, voilà. Très bien. Alors, donc, ça, c'est l'incarnation. Maintenant, l'histoire de Art, que peut-être un certain nombre d'entre vous, oui, c'est ça. Oui, on a presque le même âge, c'est rassurant, ça me rassure. Alors, bon. Art, donc Yasmina Reza nous a envoyé la brochure à chacun de nous trois, c'est-à-dire Pierre Vanek, Fabrice Lucchini et moi-même. Et alors, on a lu ça de notre côté, avec les fameuses voix qu'on n'entendait pas. Et on s'est retrouvés chez Pierre Vanek pour la lecture avec Yasmina, l'auteur, et avec Patrice Kerbat, le metteur en scène. Et alors, en arrivant chez lui, on s'est dit, oh, c'est vraiment formidable. Ah oui, c'est merveilleux. Alors, c'est vraiment formidable, qu'est-ce qu'elle écrit génialement. Très bien. On s'assied, on lit, pas de pièce. Pas de pièce. Pas de pièce. Il n'y a rien. Mais ça n'existait pas. Ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Voilà. Rien ne s'incarne. Alors, on va jusqu'au bout. Tout le monde tire un peu la tronche. La première, Yasmina, évidemment. Et nous, on était un peu décontenancés, parce qu'on ne comprenait pas du tout pourquoi ce qui nous avait emballé et ébloui ne se produisait plus. Et, on se quitte, on était en disant, bon, on se reparle, comme ça, oui, bon. Fabrice sort en disant, moi je la joue pas. Bon. Je dis, écoute, oui, je comprends, c'est pas commode, d'accord. Bon. Et puis, le lendemain, je reçois, mais comme mes camarades, un coup de téléphone de Yasmina Reza qui dit, écoute, bon, j'ai bien vu hier que ça n'avait pas l'air de vouloir s'éclairer, je comprends très bien. Est-ce que tu accepterais qu'on fasse que tout le monde fasse un quart de tour, et que tu lises le rôle destiné à Lucchini, Lucchini lit le rôle destiné à Vanek, et Vanek lit le rôle qui m'était destiné à moi. Je dis, écoute, moi je veux bien pour les autres si tu veux, mais moi, le rôle que tu as écrit pour Lucchini, il est vraiment pour Lucchini, je ne peux pas jouer ça, le fameux monologue des belles-mères dont les gens se souviennent beaucoup. On voit bien que ça a été écrit pour lui, il est suffisamment virtuose pour embarquer les gens dans un truc qui est démentiel. Il dit, écoute, d'accord, tu veux bien? Oui, je veux bien, les autres veulent, ok. Donc, le lendemain, on retourne chez Vanek, on lit la pièce, et elle remonte à la surface. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne suffit pas d'écrire une pièce formidable, il ne suffit pas d'engager des acteurs qui, en principe, sont bons, mais il faut aussi que ces acteurs soient à la bonne place. On n'y était pas la veille, on l'est devenu le lendemain, et la pièce a été un triomphe mondial. Voilà, mondial. Pas à cause de Yasmina Reza, qui a écrit une sorte de chef-d'œuvre comme ça. Voilà. Et Yasmina Reza, dont vous relisez un extrait dans votre spectacle. Alors oui. Heureux les heureux, alors c'est un roman. C'est un roman. Mais on rêverait de le voir en pièce de théâtre. Mais mon petit copain Bernard Murat avait rencontré... il a songé. Oui, il a rencontré Yasmina, il dit, mais tu sais, écoute, c'est formidable, on devrait faire une adaptation théâtrale. Elle dit, non, c'est un roman.
va pas discuter avec Yasmina Reza, il n'y a pas de discussion. Donc c'est resté un roman formidable d'ailleurs. Et alors j'ai eu envie d'en lire, d'en incarner un morceau, Robert Toledano, qui est absolument épatant, qui sont deux personnes, un mari et une femme, qui font des courses dans un supermarché, c'est absolument épatant. Mais il y a d'autres portraits que j'aurais bien voulu faire, mais le problème de ce spectacle-là, c'est qu'il faut, si c'était possible, évidemment, j'aurais bien lu tout en même temps, mais à ce moment-là, il aurait fallu parachuter des vivres, parce que ça aurait duré tellement longtemps que vous seriez parti avant, voilà. Donc, mais je ferai peut-être quand même, avant de terminer ça, ou en refaisant, parce qu'il y a d'autres personnages qui sont absolument magnifiques. Il y en a un qui s'appelle Ernest Blot, qui est un ancien haut fonctionnaire, et le Robert Toledano et son gendre. Il a épousé sa fille et Blot lui dit, écoute, je te remercie de m'en débarrasser, hein, vraiment, je te remercie. Alors je te préviens, c'est une emmerdeuse. Hein. Bon, c'est toujours le premier mariage qui est le plus difficile. Et il me dit, mais l'autre lui dit, mais vous êtes marié combien de fois? Il me dit, une seule, c'est justement pour ça. Armelle Elio, ce spectacle de Pierre Arditi, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'admire la précision et la manière dont il fait vivre les textes et les personnages évoqués. C'est très difficile, la lecture. C'est vraiment un art très complexe. Et ce qui est très beau, c'est que parmi les textes que lit Pierre Arditi, il y en a certains qu'on connaît très bien parce que, par exemple, Ribes lui-même les a lus d'ailleurs. Il avait fait un spectacle oui, absolument, oui. Dans lequel il y a certains des textes que vous interprétez. Et c'est merveilleux parce que, en plus, je trouve que Ribes se prête très très bien à ça parce qu'il y a quelque chose de fou un peu chez Ribes. Et donc de voir un homme, au fond, très sage, très... Non, mais apparemment, le lecteur, apparemment très rigoureux, très concentré, dire toutes ces choses-là, et en même temps donner toutes les nuances, c'est formidable. Avec, je vais revenir, hein, parce que c'est formidable. Peut-être comme ligne directrice de tous ces textes, c'est une forme d'humour, une envie d'humour. Oui, bien sûr. Bien sûr. De drôlerie. Cette superposition de ces deux auteurs, ça marche très très bien. Très bien. Alors vous avez eu la gentillesse de rappeler qu'en principe, je suis censé aussi dire Onfray, et j'ai toujours choisi la préface de Cosmos, qui est un texte très beau sur la mort de son père, qui était un paysan. Voilà. Et puis Grimbert, qui a écrit un roman admirable, qui est un conte, qui s'appelle La plus précieuse des marchandises. Mais alors ça, je l'avais lu une fois à la Maison de l'Amérique latine. Mais ce texte-là, il dure à lui tout seul 1h30, donc je ne peux la coquiner avec rien. D'accord. Alors je ferai des séances spéciales un peu plus tard pour faire ces deux grands auteurs. Ouais. Bernard Babkin? Ah ben non, mais c'est un spectacle, mais c'est délicieux, c'est fluide, c'est vraiment drôle. On sent, j'ai l'impression que même une chose triste, vous pouvez la rendre quand même assez humoristique. Vous avez toujours l'œil qui pétille tout le temps. Ça, on le sent. Et en même temps, vous intercalez quand même des histoires personnelles un peu. Vous parlez de vous, de vos propres souvenirs. Pourquoi? Enfin, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de nous raconter plus des souvenirs, alors que c'est dommage, on aimerait en entendre plus. Ça vous tente pas de les écrire, par exemple, non? Oui. Vous en glissez un ou deux, mais... Vous en glissez qu'un ou deux, on voudrait encore plus de vous. Oui, c'est ce que demande un peu Caroline Verdu, qui dirige la Pépinière. Oui, elle a bon goût. J'écrivais sur le vin, des trucs comme ça, par exemple. Bon. Mais oui, peut-être, oui. Là, pour le moment, je pense que c'est très bien calibré comme durée et comme texte. Le danger, c'est de se dire, ça marche bien, alors je vais en rajouter. Et à ce moment-là, il vaut mieux sortir, comme disait l'autre, en ayant un petit peu faim, mais en ayant bien mangé, plutôt que d'en avoir une indigestion, se dire, oh non, finalement. Voilà, les textes de Ribes, il faut dire qu'ils sont assez courts, hein, celui de la Comédie Française est plus long, mais c'est comme des mini-pièces de théâtre à chaque fois. Il y a un début, un milieu, une suite. Et ça, vous le faites merveilleusement bien. Ce sont des personnages, alors évidemment... Ça fiche toujours un peu la trouille aux gens, je pense, la lecture, parce qu'ils se disent peut-être qu'il y a un truc comme on lit un texte au lycée, un truc comme ça. Non,
La lecture, ça ne veut pas dire qu'on joue pas, on joue. Ah, non. On incarne et Parce on que, joue. parce que le couple qui va au supermarché, Oui, elle, enfin, ça, c'est elle Yasmina, veut acheter ça. du gruyère et Oui. lui du morbier, Oui. ils se disputent et c'est un carnage absolu, c'est magnifique. Oui, je n'y suis pas. On a l'impression que c'est du, on a l'impression que c'est du vécu un peu, non? Alors, c'est en partie vécu. Ah. Oui, pas complètement. Hein. Vous Mais allez au enfin, quand supermarché. même, il y a des trucs qui ont pu m'arriver avec mon excellente femme que j'adore. Laquelle? Sur le... Hein non, oui, on va pas beaucoup au supermarché, mais quand on y va, ça, alors là, comment, je sais plus comment ça s'appelle, ça, les rangées, les couloirs, travées, enfin, des travées, voilà, avec les vinaigres, les machins, elle achète toute une série de trucs qu'il faudrait évidemment pas acheter. Ah ben, mais si elle aime ça... Et qu'elle file aux gosses, les Kinder Bueno, les machins, les Krusty, c'est une catastrophe. Bon, voilà. Donc ça, je me reconnaîtrais très volontiers là-dedans. Mais vous dites que vous incarnez en même temps, et il y a parfois dans les textes de Jean-Michel Ribes une dimension plus qu'esthétique, presque politique au sens large, c'est-à-dire notamment lorsqu'il critique le fait que la comédie française, dans les années 80 notamment, Oui. réfute presque toute notion d'humour, considère que Feydeau et la biche, c'est pas bien. Ça, on sent que c'est aussi vous qui parlez, c'est pas que Jean-Michel Ribes. Vous faites son porte-voix, son porte-parole, Voilà. mais vous n'en pensez pas. Lui, parce qu'il l'a vécu, Oui. et moi, je n'ai pas vécu la comédie française, mais j'ai vécu, pour venir du théâtre public, un certain nombre de positions racistes, n'ayons pas peur du mot, sur les auteurs qui si vous voulez, à la comédie française de cette époque, ça, c'est fini ça. Mais on estimait que Feydeau était un amuseur de basse condition, que c'était non seulement inutile d'aller voir ça, mais c'était même néfaste. La biche, Feydeau, Jean la Courteline, bon, voilà. Moi, j'ai eu la chance de ne pas entrer dans ce type de raisonnement, et je me suis dit que je serais aussi bien défenseur de Feydeau, que j'ai joué, ou que la biche, que malheureusement, lui, je n'ai pas joué, mais j'en ai lu, en tout cas, des pièces comme ça, et parce que quand Ribes parle de la biche et de ce qu'on en pense, qui est une sorte de farfadet qui est indigne. Oui, ça serait salir la comédie française. Ce serait salir l'art dramatique, et alors que pas du tout. Au contraire, ça enrichit et ça crée un goût de l'imaginaire et de la drôlerie qui est absolument unique. Bon, donc non seulement il ne faut pas s'en détourner, mais au contraire, il faut le cultiver. Ça n'empêche pas, c'est toujours la même chose. Il faut essayer d'éviter d'être manichéen. Je le dis comme ça, parce que je me le dis à moi-même, je l'ai beaucoup été manichéen. Avec l'âge, heureusement pour moi, je le suis moins, parce que je me dis que je me coupe d'un certain nombre de choses qui valent le coup, au nom d'une idéologie que je croyais exempte de tout reproche, et qui en réalité n'était pas exempte de tout reproche, justement. Voilà. Et donc je me suis guéri de ça absolument. Dieu seul sait si j'ai aimé le théâtre public et si j'en viens, et je ne le nierai jamais. C'est formidable, mais enfin j'ai aussi beaucoup aimé le théâtre dit privé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, enfin bon, c'est comme ça. Ou le théâtre, ce qu'on appelle le théâtre de boulevard, ce qui ne veut strictement rien dire. On peut faire du théâtre de boulevard en jouant Pinter ou Beckett, c'est très simple, il suffit de ne pas incarner ce qu'on vous demande d'incarner. Dans ce cas-là, vous faites du boulevard, c'est du carton-pâte. Le théâtre de boulevard, au mauvais sens du terme, c'est un théâtre de carton-pâte. Et alors, on peut être génial en ne jouant pas de carton-pâte, en jouant Feydeau, la biche et tous les autres. C'est la fin d'Armel Esquiou, vous lui pardonnez. Pardon. On l'aime beaucoup et on voudrait pas Armel, qu'elle s'en aille. je crois que Jean-Michel Ribes parle aussi de Pierre Arditi. Pierre Arditi parle de Jean-Michel Ribes, incarne les mots de C'est un Jean-Michel très joli Ribes. petit texte là. C'est un livre qui s'appelle Dictionnaire de mes amis recommandables. C'est un livre de Jean-Michel Ribes qui est par ordre alphabétique, et donc ça commence par A et Pierre Arditi. Il connaît tous les mots, leurs dehors, leurs dedans. Il sait les rompre pour faire rire, les mêler à son regard pour qu'ils émeuvent. Il peut les retourner, les faire mentir, en nourrir l'intelligence d'une phrase qui en a peu. Il parvient même à ce qu'on les ressente autrement que ce qu'ils signifient. À leur donner une odeur, à les débarrasser du sérieux qui les muselle, à leur demander de se taire, à les plonger dans un silence pour qu'ils disent encore plus. Son corps les accompagne et danse avec eux.
Il les ouvre, il les ferme, au rythme de leur sonorité. Pierre est un acteur absolu qui réussit l'extravagant exploit d'être toujours lui-même sur scène et sans cesse comédien dans la vie. Je trouve que c'est un superbe texte. C'est pas mal, oui. Et puis Vous pouvez le relire. C'est exactement ce qu'on voit à la pépinière, ce qu'on ressent à la pépinière. Oui. C'est ça, ouvrir oui, mais les mots. j'espère qu'il a raison. Il a raison. C'est important. Les mots, justement, vous avez récemment, vous êtes un petit peu agacé sur l'écriture inclusive. Alors justement, vous qui jouez un peu avec les mots. Je ne suis pas agacé, là, je suis ulcéré, férocement consterné, contre. Ouais. Alors là, ça c'est le degré zéro de Je me souviens qu'il y avait eu, à une certaine époque, ça me rendait fou d'ailleurs, on voulait simplifier l'orthographe des mots, parce que pour le monde des affaires, en plus c'était Chevènement, qui n'était pas on ne pouvait pas être coupable, comme ça. Mais il disait que ça simplifierait la vie des chefs d'entreprise, ou même des gens qui travaillent comme ça. Il dit, mais comment ça l'orthographe d'un mot, c'est déjà son identité. L'orthographe, quand on lit, comme ça, même sur une plaquette, donc je ne me dis jamais comme ça, mais quand on prend un texte dans la main, on me dit, je vais vous envoyer le texte par intergraphe. Je ne dis absolument pas, je suis incapable de lire comme ça. M'envoyer le texte avec du papier. Voilà, excusez-moi, je suis un vieillard, donc moi, je lis comme ça, sinon je ne lis pas. D'accord, alors très bien. Mais l'orthographe, c'est l'architecture d'un mot, c'est l'identité d'un mot. Si on n'a pas ça, à ce moment-là, la langue française, qui est une des plus belles du monde, elle n'a malheureusement pas pour elle l'accent tonique. Il n'y a pas d'accent tonique dans la langue française, donc en principe, elle est à plat. C'est faux. La preuve, c'est que moi, je m'essaie de m'arranger pour mettre des intentions qui deviennent des intonations. Bon, voilà. Mais non, l'écriture, je ne suis pas soupçonnable d'être misogyne. Hein, je ne le suis pas du tout. Franchement, pas du tout. Mais là, ça ne se justifie absolument pas. On ne peut pas lire comme ça. Ça, il faut être Champollion, hein, parce que sinon, on n'y arrive pas. Quoi. Non, je ne marche pas, là. Pierre Arditi, l'année prochaine, 60 ans de carrière au théâtre. Ah oui. Quels sont vos plus grands souvenirs de comédien de théâtre ? Il y en a beaucoup. Alors il y en a beaucoup. Pour des raisons d'ailleurs extrêmement différentes. Hein. Il n'y a que des grands souvenirs, je crois. J'ai eu cette chance à part un ou deux cas et encore, de ne pas être confronté à quelque chose, ça a l'air très prétentieux de ma part, mais d'être confronté à des projets qui n'avaient aucun intérêt. Quoi. Tout a eu un intérêt. Y compris d'ailleurs, quand j'étais confronté à quelque chose avec une chose avec laquelle je pouvais ne pas être d'accord. Mais en même temps, entrer en scène et quand vous acceptez un rôle et un personnage, vous devenez son avocat. Un acteur, c'est l'avocat de ce qu'il incarne. Si vous commencez à jouer en jugeant ce que vous jouez, c'est pas la peine d'entrer en scène, c'est foutu. Ça, c'est absolument foutu. Alors là, on en connaît, j'en ai connu, des gens plus jeunes d'ailleurs, parce que je comprends. Moi-même, j'ai dû être comme ça quand j'étais beaucoup plus jeune. Je fais ça, je me dis, oh non, merde, c'est pas comme ça qu'il faut faire pendant que je jouais. Donc évidemment, tout ça s'envolait dans les limbes. Donc là, c'est conflit avec le metteur en scène dans ces cas-là. Oui, alors soit le metteur en scène... moi, je persiste à penser que le metteur en scène est un personnage majeur dans la vie d'un acteur, mais quand le metteur en scène auquel il est confronté en sait moins que l'acteur, il peut rien se passer. Voilà. Mais fort heureusement, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui, eux, étaient bien supérieurs à moi, et donc ils m'ont appris beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai. Bon, je repense à Tailleur pour Dame de Feydeau, qui a été vraiment le moment où j'ai commencé à devenir un acteur qu'on reconnaissait. Donc là, c'est un souvenir merveilleux. Mais il y a eu d'autres pièces quand j'ai joué avec Maréchal, que ce soit Don Juan, Puntilla, ou les pièces où j'avais même des rôles plus petits. Et c'était passionnant. Maréchal, c'est mon père de théâtre. Hein. Il m'a appris, quand on est un acteur de théâtre, qu'il n'y a que ça qui devait compter. Le reste, comment je suis habillé, comme ça, ce que je bouffe, rien. On parlait de Lyon tout à l'heure, un peu avant l'émission. Donc je suis allé au Théâtre du Coturne, qui était le premier théâtre de Roger Planchon, qui avait donné
à Maréchal quand il a eu le tas de la Cité. Et donc c'était des marchands-pierres. On faisait de temps en temps, on n'avait gagné pas de fric, on n'avait rien, quoi. On n'avait rien, on avait le théâtre. C'est-à-dire qu'on avait tout. Bon, ce qui comptait, c'était ça. Ça m'a ébloui. Je me suis dit, mais alors on peut vivre comme ça. Mais oui, mon petit gars, on peut vivre comme ça. Et c'était peut vivre encombré, entouré de personnages auxquels on s'attache, qu'on doit incarner. On rencontre les yeux des gens qui vous regardent comme vous, par exemple. Et ça, c'est sans prix, c'est sans fin. Et c'est pour ça que la vie valait d'être vécue. Après, il y a eu des spectacles que j'ai aimés beaucoup, choses comme ça. Je me souviens d'un spectacle qui s'appelait Pas. Abréviation de Papa, que Bernard Babkin a vu, donc, si je comprends bien. Donc il n'est pas si jeune que ça, lui non plus. C'était en 1983, j'en suis. Moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Non, vous êtes trop jeune. C'était en 1983. Et ça m'a beaucoup marqué parce que... D'abord, moi, je suis un acteur dit stanislavskien. Stanislavski étant le directeur du théâtre d'art de Moscou. Il a été le metteur en scène des pièces de Tchekhov, avec lequel il s'est brouillé d'ailleurs à une certaine époque. Il avait inventé l'acteur studio avant l'heure. Bon. Et j'ai mis un certain temps. Je considère que pour pouvoir se vanter d'être un acteur, il faut d'abord pouvoir se vanter d'être un être humain et savoir lequel. C'est-à-dire qu'il faut s'identifier avant même que de pouvoir prétendre à monter sur scène et incarner quelque chose. Et comme tous les jeunes acteurs, quand j'étais très jeune, je ne savais pas qui j'étais. Et donc, qu'est-ce que je faisais ? J'imitais les acteurs qui me plaisaient. Je les imitais. Pierre Brasseur, Claude Rich, Robert Hirsch. Bon, voilà, ça, c'est les trois. J'ai voulu être acteur en ayant vu Claude Rich dans le Victor ou les enfants au pouvoir, qui était absolument merveilleux. Bon, donc, il faut s'identifier. Et après, on comprend que les acteurs, ça se trimballe avec des valoches, comme ça, et dans lesquels il y a des morceaux de leur vie, et qui, de temps en temps, ils ouvrent la valise, et ils sortent le morceau qui leur convient pour incarner tel ou tel personnage. Use it, sers-toi de ce que tu es. Voilà, bon. C'est ça, l'acteur studio, Stanislavski l'a fait avant l'heure. Bon, donc, j'ai joué cette pièce, très belle, Hugh Leonard, c'est un Irlandais, qui a fait carrière comme auteur en Angleterre. Au fond, c'est une pièce qui raconte sa propre vie. Et je me souviens qu'il y a le père et la mère dans la pièce, qui sont très importants. Hein. Et l'identité de la pièce, c'est trop long à expliquer, mais le personnage que je jouais, le fils, son père vient de mourir. Et on le retrouve dans la petite maison familiale où il brûle des vieux papiers, des trucs comme ça. Et puis, à un moment donné, le père rentre. Et la pièce commence. Et ils règlent leur compte. Mais le fils règle son compte. Et le père a toujours fasciné le fils. Il est d'ailleurs devenu auteur grâce à son père, qui est un petit jardinier extrêmement modeste, qui un peu brut de décoffrage, mais qui est un poète aussi. Un truc est magnifique. Donc c'est le père, la mère, qui a eu une importance qu'il a couvée. Comme ça. Et là, c'était tellement puissant pour moi, parce que ça me parlait du regard que j'avais sur mon père et ma mère. Mon père qui était un homme très intelligent, et ma mère qui était une sainte, une merveille, que c'est comme ça. Je prenais une bouteille d'alcool de poire, je buvais la moitié de la bouteille avant de jouer, ce que je ne pourrais plus faire, hein. Ouais. Pour ne pas avoir peur de jouer la pièce, et que mon âme se déchire, comme on dit. Et quand j'avais fini, je buvais l'autre moitié pour oublier que je l'avais joué. Voilà. Alors ça, c'est un souvenir absolument fulgurant, mais en même temps, au fond, je ne suis devenu que ce que je suis devenu parce que j'ai été confronté à ce genre de moment. Et inutile de vous dire que je ne pourrais plus, parce que si je buvais 1 litre d'alcool de poire, on m'emmènerait de nouveau à l'hôpital. Bon. Et surtout, ce n'est pas forcément une recommandation pour non, c'est surtout pas. D'ailleurs, c'est le contraire, il ne faut pas boire quand on joue, c'est le contraire. Voilà, donc, à un moment donné, d'ailleurs, je devais me déchirer complètement. Et là, c'était pas au cinéma, on ne pouvait pas faire un plan il n'y a pas de montage au théâtre. Et donc, au début, je me suis dit, mais comment je vais faire pour reproduire ça tous les jours? Alors, je me picolais, je me dis, bon, ça va m'aider, évidemment. Au bout de 3 fois, ça n'avait plus de sens.
Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je nie l'essence même de mon métier. Ou ça me touche, et je trouve un moyen de me déchirer l'âme. J'emploie tout le temps ce mot, moi qui suis un athée mystique, mais un athée quand même. Bon. Ou je me débrouille et je ne pleure pas. Après tout, les larmes, ça n'est que de l'eau. Et quand je me suis fait confiance par rapport à ça, c'était la lettre que je devais lire, lui de moi intérieur, je me suis déchiqueté tous les soirs. Trop d'ailleurs. Par moments, ça devenait le danger de ce genre de travail, ça devenait un psychodrame. C'était pas le personnage qui pleurait, c'était Arditi et ça tout le monde s'en fout. Savez-vous qu'il y a beaucoup d'autres spectacles en ce moment à Paris qui sont aussi des seuls en scène ? C'est un phénomène qui me semble un petit peu nouveau, en tout cas dans cette proportion. Vous avez aussi cette impression, Armelle Elio ? C'est-à-dire, malheureusement, il y a beaucoup de raisons de production, tout simplement. Donc, il y a deux phénomènes. Il y a de grands textes et de grands acteurs qui défendent des textes très intéressants. Marianne Bassler avec Annie Ernaux, Hervé Briot avec Chateaubriand, voilà, il y a ça. Mais il y a surtout aussi la multiplication à l'infini des one-man ou one-woman shows comiques. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec cette catégorie-là parce que je suis d'une génération où, pour faire rire, il y avait Fernand Reynaud, il y avait Raymond DeVos, il y avait Guy Bedos, il y avait des gens comme ça. Mais il n'y avait pas tous les soirs un nouveau comique où les femmes se sont engouffrées aussi dans ce créneau. Et moi, je dois dire que la plupart du temps, je m'ennuie. Vous comprenez, tout le monde n'est pas Muriel Robin. Tout le monde n'est pas... Et par exemple, Caroline Vigneault, en ce moment. Ah oui, alors Caroline Vigneault, oui, elle a du caractère, elle a du fond. C'est une avocate qui est montée sur scène. Mais ça reste quand même des problèmes de couple. Alors moi, pour le couple, j'aime mieux Strindberg ou Ibsen. Vous voyez ce que je veux dire, Pinter. Ou Feydeau, mais même Feydeau. Et Feydeau. Vous voyez, Mais vous n'avez pas l'impression... Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y avait beaucoup, il y a une vingtaine d'années, beaucoup justement de spectacles de one-man show comiques, et que depuis quelques années, justement, il y a un retour de spectacles plus graves, plus sérieux, plus littéraires. Vous avez parlé de Chateaubriand, Hervé Briot aux Poches Montparnasse, par exemple, et il y a une multiplication de textes comme ça qui élèvent un peu plus. Oui, ça certainement. Mais je suis quand même assez abasourdi devant le nombre de gens qui veulent faire rire. Et puis ça marche. Moi, je suis une vieille dame. C'est vrai que il y a tout un niveau d'écriture, tout un niveau de considération à côté, quotidienne, domestique, qui ne m'intéresse absolument pas. Parce qu'elles sont quand même pas écrites d'une façon très, très, très élaborée. Caroline Vigneault écrit bien. Mais puis elle a une présence, elle a du charme, elle a de l'abattage, mais franchement, moi je suis pas très cliente de ces choses-là. Oui, on le voit. On voit bien. Oui, mais je vais pas mentir. Non, mais tu as raison. Je partage totalement ton opinion. Moi, je suis un vieux monsieur aussi, mais j'aime bien rire. J'aime bien rire et je ris assez. Mais entre vieillards, on se comprend bien, c'est normal, ça, c'est tout à fait naturel. Et donc, j'aime bien rire, je vais voir beaucoup d'humoristes. C'est vrai que souvent, ils parlent du couple, mais pas seulement, d'ailleurs. C'est souvent très politique aussi. Les spectacles d'humoristes contemporains, enfin d'aujourd'hui, c'est souvent des attaques assez fortes sur la société aussi. Il n'y a pas que des histoires de couple. Oui, mais enfin, tu vas pas les voir, tu peux pas savoir. Mais si, j'en vois. Non, j'en vois. Je m'intéresse à la société d'aujourd'hui et au monde du théâtre. Je ne sais pas, je te dis Validia. Non. Non, voilà. Bon, mais ça qui connaît autour de cette table? Mais une dame là, il y a une dame. C'est d'ailleurs elle qui l'a vue. C'est la spectatrice. Dites-nous un peu plus, Bernard. C'est la spectatrice. Non, c'est pas sympa. Non, mais ou Ferrari aussi qui vient remplir. Oui. Qui remplit tous les... Ah, mais tu dis oui, mais ils remplissent des salles. Mais tout le monde remplit des salles. Non, tout le monde ne remplit pas des salles, c'est pas vrai. Et Caroline Vigneault, je reviens sur Caroline Vigneault, puisque là on est d'accord. Vigneault Veritas. Caroline Vigneault, une Vigneault Veritas,
c'est son 3e spectacle. Les 2 premiers où elle parlait, comment elle était avocate, elle revenait sur scène, etc., étaient moins réussis. Celui-là, vraiment, elle a trouvé le point de jonction. C'est l'histoire d'une femme qui est au milieu de sa vie et elle regarde la montagne qu'elle a gravie déjà en se disant c'était pas forcément terrible. Et puis ce qui lui reste à vivre, à monter encore. Et là, elle le fait très très bien. Et alors en plus avec un courage absolu, puisque c'est au théâtre Édouard VII que vous connaissez bien. La salle est magnifique. C'est un très beau théâtre, un très grand théâtre. Qu'elle a quand même, elle se produit elle-même, elle a loué elle-même, elle se produit et c'est un coup de poker quand même. Hein. Et je trouve ça c'est assez courageux. Et elle distribue des petits joujoux sexuels à la fin. Ah ben moi j'en ai pas eu. Quand t'es un garçon, elle distribue qu'aux filles. Ah ben moi je vais y retourner habillée en fille. Un régal à Armel, c'est absolument génial. Elle distribue des trucs sexuels. Enfin, c'est consternant. Mais d'autres seuls en scène pour essayer de convaincre Armel. Je ne sais pas si je vais la convaincre avec ça, mais ça n'a jamais été joué comme ça. C'est Guillaume et les garçons à table. Ah oui. Ah oui, Gallienne. Gallienne, qui n'a jamais donné les droits à personne. Et là, il a donné un acteur belge, qui a un petit accent belge. Donc qui s'appelle, alors j'ai noté son nom, Jean-François Breuer. Voilà, il joue au Funambule Montmartre. Oui. Donc il est seul en scène avec une mise en scène assez subtile, assez drôle avec des valises. Et il fait comme, c'est la pièce, hein, avec tous les personnages. Et il fait très bien les accents. Et c'était courageux de saisir ce texte parce que nous, il est très ancré avec le jeu de Gallienne quand même, hein, qui est fabuleux. Et là, de passer derrière. C'est amusant, c'est drôle, c'est tendre, ces histoires de ce garçon qui veut être une fille parce que sa mère préfère les filles, se dit c'est une fille, puis finalement il se rend compte qu'il est un garçon et comment faire. Voilà, mais il a la solution. Mais c'est très bien écrit aussi. Et c'est oui. C'est d'un niveau supérieur. Là, je suis d'accord avec Armel, je suis parfois absolument sidéré par le niveau de ce qui, parfois d'ailleurs, effectivement, remplit des salles. Mais c'est pas forcément pour de bonnes raisons, quoi. Voilà. Enfin, je crois, sans être sectaire. Hein. Mais après, à la Pépinière, il y a Clémentine Sélarié qui fait. Elle est formidable. Oui, voilà. Je suis la femme du bourreau. Je suis la femme du bourreau. Oui. Je suis la mère. Elle est la mère. Elle a l'âge d'être la mère. La mère du bourreau. La mère du bourreau, David Lelay-Hélo, qui est une pièce je crois qu'elle très dure. Hein, je crois qu'elle ressort épuisée chaque fois de scène. Hein. Donc une femme assez âgée qui a élevé son fils dans une elle le mettait sur un piédestal absolu. Elle est très religieuse. Et son fils est devenu prêtre, et un jour, elle est déjà âgée, et elle apprend que son fils, depuis 25 ans, etc., abuse des jeunes garçons, et voilà, il est accusé de ça, et elle va faire quelque chose. Je ne vous dis pas quoi, mais là aussi, il y a un texte, et une actrice. Donc, quand il y a la rencontre d'un texte et d'une actrice, c'est quand même formidable. Bien sûr. Voilà. Élodie Navarre, prima facie aussi. Élodie Navarre, avec son histoire, un sujet fort grave, aussi. Hein. Elle est seule en scène, c'est très très fluide. La mise en scène est très fluide et très très, très bien organisée. Elle est quand même une avocate qui est spécialisée dans la défense des violeurs, on dit ça comme ça. Et elle est très forte en droit, donc elle arrive à les sortir d'affaires quand même. Et puis un jour, évidemment, c'est l'effet inverse, puisque c'est elle qui est violée. Et donc, elle se trouve de l'autre côté de la barrière et elle voit que la vie, c'est pas si simple que ça. Et ça, c'est une pièce puissante, hein, avec Élodie Navarre, magique. Élodie Navarre, elle est formidable. Voilà. Et puis, il y a aussi, alors là, elle est seule en scène à jouer, mais il y a un musicien derrière, il y a le consentement. Oui. Avec Ludivine Sagné. Un texte, Ludivine Sagné, qui est magique. Hein, Ludivine Sagné, qui fait tous les âges de la petite fille, l'adolescente, etc. Et qui dit ce texte bien adapté du consentement. Et là, on est sur les fesses, j'allais dire. Enfin, on est saisi. Armel, moi, j'ai pas été tellement séduite par cette version du consentement. Je trouve le livre très puissant et très fort. Mais j'ai vu Ludivine au tout début des représentations. Je pense que ça a mûri, mais j'étais un petit peu déçue. Moi, je trouvais ça un petit peu paracoleur, mais un peu léger par rapport à la gravité du livre. Pierre, vous allez un peu au théâtre quand vous n'êtes pas vous-même au théâtre ? Quand je ne suis pas au théâtre, je vais voir de temps en temps les choses qui m'intéressent. Mais là, je dois dire qu'en ce moment, alors il y a des jours, effectivement, là maintenant, je ne joue que le mardi et le mercredi. Parce que c'est comme des vacances aussi pour moi, ça me fait du bien après tout ce qui s'est passé. Mais je vais aller en voir là quelques-unes des pièces, parce que ça je peux pas me passer de voir mes collègues. Et puis après, si on ne regarde plus les autres, on devient un crétin, quoi. Donc non, je ne demande qu'à être surpris et dans le bon sens. Mais je vais y aller. J'attendais un peu d'embarquer ces lectures pour aller moi-même voir les autres. Il nous reste quelques minutes justement pour faire peut-être un tour de table de vos
coup de cœur, à défaut des seuls en scène, Armelle, vous avez des spectacles qui Alors, vous les ont un coups de peu cœur, emballé ces derniers jours? J'en ai beaucoup, et il y a même quelqu'un qui est tout seul et qui va revenir bientôt, que j'avais vu dans une toute petite salle de Montreuil, qui va faire une petite tournée dans les Pays de la Loire, qui s'appelle David Van de Voistin, et qui, lui, alors, il joue quelque chose, mais qui est vraiment écrit pour un homme seul, et qui s'appelle... c'est la confession d'un ancien président qui explique à ses citoyens pourquoi il a raté tout ce qu'il avait à rater. Et ce comédien-là, il est vraiment tellement investi, c'est très politique, et c'est souvent drôle, et traduit de l'italien, joué par un comédien qui n'est pas encore très célèbre, et ça, c'est vraiment des pépites. Et puis, je viens de voir, je vous l'avais pas annoncé à l'avance parce que je savais pas ce que ça allait donner, j'ai vu Petit Eyolf, qui est une pièce magnifique d'Henrik Ibsen, une pièce très triste. Ah ben le voilà, le Petit Eyolf, merci. Centré autour de la noyade d'un petit garçon, c'est très 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 triste. Mais ce qui est formidable, c'est une mise en scène de Sylvain Maurice, c'est joué par des acteurs formidables. Ça se donne à la Manufacture des œillets d'Ivry, puis ça fera une tournée. Et ce qui est beau, c'est que il n'y a pas de date quoi dans cette écriture d'Ibsen. C'est Michel Vitos qui avait traduit ce texte. Et les relations, le délitement du couple après la mort du petit garçon, et puis leurs retrouvailles, tout ça est sans date, et d'aujourd'hui comme d'hier, et c'est magnifique. Et il y a Pauvre Bitos, Anouilh, je pense que vous êtes très client. Oui, alors, moi je suis tout à fait client d'Anouilh. J'aime jouer la répétition L'amour puni. Bien sûr. Ah, c'était beau ça, c'était magnifique. Et j'avais envie de jouer Bitos, c'est une certaine... Bon, alors j'ai plus l'âge, mais je l'avais lu, je me suis dit ça, il faut absolument. Donc je suis très content qu'on l'ait... Je l'ai pas vu, mais je suis très content. C'est Maxime Daboville, oui. Maxime Daboville est formidable. La pièce a été très adaptée quand même, parce qu'elle durait 3 heures. Oui, c'est ça. À peine 1 heure et demie. Il y avait 16 rôles, il n'y en a plus que 7. Donc ils ont concentré l'histoire et les dialogues, ce qui est peut-être pas mal d'ailleurs, parce que je pense qu'on n'aurait pas résisté à 3 heures. Il y a des répliques magiques, l'écriture est très, elle est fluide aussi et assez brillante. Il l'a classé, enfin Anouilh, on l'a classé dans les pièces grinçantes. Moi, je mettrais dans la pièce cruelle. J'inventerais une catégorie là, les pièces cruelles, parce que c'est quand même là, c'est ce qui ressort là dans cette adaptation-là. C'est très dur. C'est quand même des bourgeois qui sont un petit peu arrivés, c'est en province, qui sont arrivés, qui font un dîner de tête. C'est l'ancêtre des dîners de cons, du dîner de cons. Un dîner de tête, et ils invitent un copain un mauvais copain qu'ils aiment pas trop, et veulent se payer de sa tête, et lui est pauvre, et sa mère était blanchisseuse. Elle dit, il y a une réplique assez folle, elle dit, il a pu rentrer dans ce lycée où ils étaient pensionnaires gratuitement, parce qu'elle était lingère, et elle lavait les draps où il faisait des cochonneries. Donc il a une revanche à prendre, une forte revanche à prendre, et c'est là, la mise en scène prouve bien que c'est le combat des riches contre les pauvres, et en même temps les riches sont mauvais, méchants, et les pauvres peuvent être aussi méchants et pas mieux. Donc ça nous renvoie dos à dos, et on sort assez... je trouve que c'est une pièce, cruelle, finalement. Cruelle, c'est sur la cruauté du monde. Armelle Elio. Et Colombe Anouilh, la fille de Jean Anouilh, a participé aux coupes, parce qu'elle explique qu'on ne peut plus monter son père aujourd'hui, parce que justement, ce sont des distributions beaucoup trop lourdes, beaucoup trop importantes. Et donc, elle a accepté qu'on coupe. C'est la première fois qu'elle accepte, parce qu'elle a déjà eu beaucoup de demandes pour Pauvre Bitos. Lucchini voulait le jouer, ça s'est pas fait. Donc là, ça se fait. Et là, c'est une très jolie production, Mais quand vous aviez joué la répétition... L'amour puni, on avait pas coupé grand-chose. Non, très peu. Mais d'abord, c'était les années 80... Et c'est vrai qu'on a 86, je crois. On aimait les spectacles plus longs. Les soirées copieuses. Maintenant, c'est fini. C'est comme les repas. Les repas, il y avait beaucoup de plats. Il y a beaucoup moins de plats. Vous êtes génération souliers de satin. C'est à cause des one-man ou des one-woman shows, si vous voulez. Ça abaisse le niveau du public. Alors évidemment, au bout de 20 minutes, ils s'emmerdent. Mais Anouilh, à nouveau, à la côte, parce qu'il y a aussi Eurydice qui était la très jolie version d'Eurydice qui avait été jouée aux Poches, passe au Lucernaire à partir du 13 mars.
Et c'est une petite jeune équipe avec pas beaucoup de moyens, mais ils sont merveilleux. Ouais. C'est plein de poésie, ça. Oui. C'est bien, deux Anouilles en même temps, Ouais, c'est bien. pas arrivé depuis longtemps. Un Bernard, autre d'autres choses Un spectacle plus, alors là, très solaire, très plaisant, parce que dans une période un peu dépressive qu'on traverse, ça fait du bien quand même. Moi, j'ai trouvé tout bien, les jeunes étaient bien, Stéphane Fraisse était bien, c'est le cercle des poètes disparus. Ouais. Tout fonctionne bien, on rentre, déjà il y a le bal, ils dansent, etc., on est content, et puis il y a la pièce, l'adaptation est très, 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 très bien faite, elle est très rapide, il y a de la musique, tout. Et puis alors surtout, donc il y a le film, hein, on peut se souvenir du film, mais on oublie totalement le film, on s'en fiche finalement du film. On est là au théâtre avec des acteurs en réel, ils sont là, ils nous parlent, mais c'est magique, c'est vraiment, c'est une soirée, c'est au Théâtre Antoine, qui est aussi un beau théâtre, que vous connaissez bien, Oui. Et là on passe une très 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 bonne soirée. Ça, c'est un Et les spectacle jeunes que j'irai sont voir. particulièrement bons. Les Tout le jeunes monde. réunis là, on les connaît pas tous, Non. ils sont remarquables. Oui, mais enfin, ils sont jeunes. Alors, Le spectacle a tellement de succès qu'il est plein jusqu'en mai, si Tant je mieux, m'abuse. vachement Il bien. va reprendre en C'est vachement septembre, il Ça est tourné en repris, oui, France. ça fait plaisir. Ouais. Hein. Et Et c'est Stéphane rare Fraisse, que c'est tout le formidable. monde soit à l'unisson. Oui, oui. Parce que quelquefois, il y a Bien toujours sûr. un rôle comme ça. Mais tout le monde est parfait. Je ne sais pas si ça existe, le parfait, mais tout le monde est là, présent, et c'est formidable. Autre... Et puis, il y a une autre pièce, oui. une pièce au Théâtre Le Pic. Vous connaissez le Théâtre Le Pic? oui. Ah, donc, Il me dit ça parce que je vais tout vous dire, parce que si vous voulez, c'est étonnant. Ce théâtre est tenu par ma belle-fille, cette jeune fille que j'ai élevée moi-même à la place de Claude Lelouch, toujours pas peur de le dire. Bon, il l'a élevée aussi, et qui est la fille de mon épouse. Voilà. Salomé. Et elle s'est formidablement. et elle le dirige bien, elle choisit. Magnifiquement. Et là, il y a un Magnifiquement. spectacle qui s'appelle Rudy Milstein, qui est formidable. C'est pas facile d'être heureux quand on va mal. C'est ça, oui. Ça, c'est vraiment bien comme Et ça, Très, c'est très vraiment- Oui, le titre est déjà bien et la pièce est bien aussi. C'est des jeunes qui sont bon, c'est une succession de chaînes, c'est un peu qui s'enchaînent et ils sont tous un peu malheureux parce que ils pensent qu'ils sont un peu des moins que rien. Et finalement, en phase 2, ils rencontrent encore quelqu'un qui est encore moins que rien. Et c'est ce cheminement comme ça, et ça s'enchaîne et c'est assez pétillant. Et il y a une mise en scène qui est assez virtuose. Virtuose, avec pas grand-chose, un machin. Et on sait où on est, parce qu'il y a beaucoup de lieux, ça se passe dans beaucoup d'endroits. Et on suit ces jeunes, c'est que des jeunes acteurs. Et c'est un qui a écrit la pièce. Et alors ça pétille. Hein. Là, c'est un pétille, ça pétille tout le temps. Armel, vous voulez me parler d'un livre aussi, je crois. Ne regardez pas comme ça, Bartabas. Ah oui. Armel. Non. Non, oui. Non, oui, ou... Non, parce que comme j'avais ce livre sur les genoux, je me demandais si c'était celui-là qu'il fallait. Deuxième livre? Non, deuxième livre, mais c'est très intéressant. C'est un livre que Bartabas, donc le cavalier, le fondateur du théâtre Ecce Zingaro, le grand inventeur de spectacles que l'on connaît, qui écrit depuis quelque temps, et là, un drôle de titre, Un geste vers le bas, publié par Gallimard, mais c'est une très belle écriture, des petits chapitres très courts, et c'est une évocation de son amitié fervente avec Pina Bausch, la grande chorégraphe et danseuse, qui est morte il y a maintenant plus de 10 ans, et ils avaient un projet ensemble, et elle était fascinée par les chevaux, fascinée. Et il rêvait, lui, qui se voulait danseur, un petit peu, à cheval, qui avait maigri, il était aussi maigre que Pina Bausch. Pas facile. Ils n'ont pas pu aller au bout de leur rêve, parce que Pina est morte, malheureusement, d'avoir trop fumé. Et c'est une célébration, à la fois de l'amitié, de l'admiration pour une femme exceptionnelle qu'elle était. Enfin, c'est très beau et c'est très bien écrit. Ça mérite vraiment d'être lu. Pierre Arditi, dans tout ce panorama, il y a des choses qui vous donnent envie ou d'autres choses que vous Tout avez donne besoin? envie. Ouais. Tout. Moi, je vais pas... Vous embrassez tout. Oui, j'embrasse tout. Et vous allez me laisser 2 minutes pour vous dire à tous les trois ce que vous êtes à mes yeux. Armel, c'est mon enfance théâtrale. Comme Maréchal a été mon enfance théâtrale. Elle est attachée à ma vie pour toujours. Et vous savez, quand on est très jeune et qu'on commence le métier et qu'au fond, mais c'est normal, Jouvet disait que c'était normal. On a besoin d'être regardé, reconnu par les autres. Bon. Si ça n'est que ça, c'est rien, faut le foutre à la poubelle. Mais ça commence par ça et c'est légitime et tout à fait normal. Or, Armel, je me suis toujours souvenu d'aller il y a un bon moment,
j'ai toujours été regardé avec intérêt, pour ne pas dire parfois même plus. Et c'était incroyable comme douceur pour moi, encore une fois, qui cherchait qui j'étais et je ne l'avais pas encore trouvé. Armel, c'est comme ça restera pour toujours. Bernard Babkin, je l'ai connu quand je tournais L'amour à mort avec Alain Resnais. Nous avons tourné dans une maison qui était à côté d'Uzès. Cette maison était à lui. Voilà. Et donc on s'est vu comme ça 3-4 fois. Il était journaliste, il écrivait déjà sur le théâtre, puis sur beaucoup de choses. Et alors j'ai eu le toupet de ne pas tout de suite le reconnaître tout à l'heure dans les coulisses. Parce que, non pas parce qu'il a tellement changé, c'est parce que je m'y attendais tellement pas que d'un coup j'ai dit, mais oui, il me dit, oui, vous savez, vous avez... Ah bon, mais... Parce que j'en avais parlé avant de vous, et il me dit, je suis Bernard Babkin. Ah. Tragédie totale. C'est donc, je me souviens très bien de vous. Et alors vous... Aïe. Non, pas du tout. Je vais vous dire, ce sera très élogieux, mais ça commence mal. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Je suis abonné au Figaro Magazine, enfin au Figaro Magazine, et je lis toujours vos chroniques, vos papiers, beaucoup d'ailleurs sur le cinéma, très souvent. Ils sont très très bien écrits, j'aime beaucoup. Enfin, vous avez un style, quoi. Bon, voilà. Alors, la mode se démode, le style jamais. C'est ce que disait Chanel. Elle avait bien raison. Vous êtes dans la bonne catégorie. Et puis un jour, je feuillette comme ça et je tombe sur votre critique d'un film que j'ai tourné qui s'appelle Maestro, qui n'a rien à voir avec celui de la vie de Bernstein. Voilà. Et je lis comme ça, et alors, vous voyez le film, ça vous n'avez pas beaucoup plu, et en particulier, vous trouviez un certain nombre de scènes ridicules, dont particulièrement les miennes. Alors, je me suis dit, merde, c'est con, alors, parce que moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc, voilà quelqu'un qui ne m'aime pas. Alors, comme je suis... C'est pas parce que je suis un cadeau, j'ai besoin, moi, ça n'est jamais passé, ça, j'ai besoin d'être regardé et être aimé par les gens qu'on aime soi-même. Alors, je me suis dit, bon, c'est comme ça, je continuerai de le lire, en sachant que peut-être un jour, je commettrai quelque chose qui lui plaira, ce qui a été le cas, et donc ça me fait très plaisir, parce que on préfère être aimé par les gens qu'on admire plutôt que par les cons. Voilà, donc c'est comme ça, pour employer un mot vulgaire. Donc ça me fait très plaisir, et puis on a approfondi le rapport chez notre amie Elisabeth Quint, et vous ne m'avez pas déçu. Donc je me disais, j'ai passé quand même, quand j'ai lu le papier, je me suis dit, il rattrape le coup, alors ça va. Qui aime bien, châtie bien. Merci beaucoup, Pierre Arditi, en tout cas, d'être venu dans ce club Le Figaro Culture spécial théâtre. La semaine prochaine, nous parlerons d'art avec l'historien d'art Thomas Schlesser, qui vient de publier un livre absolument formidable qui s'appelle Les yeux de Mona. Donc nous nous promènerons au musée d'Orsay, au Louvre et à Pompidou notamment. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.